toi, tu t'en fous, toi. Tu veux construire, toi, ça, c'est ça que tu veux devant Yann, là, devant les dizaines de milliers. Petit soufflet à base de post-it. Ah putain, le truc juste énervant. Pif pouf. Ouais, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu nous fais des gestes à la con là? Le truc est pas chiant si c'est ça, tu vois. Oh putain, les thunes! Pas d'être très loin. Pour aller. Merci à Philippe Roure de nous recevoir à nouveau dans ce temple de la culture geek Movies 2000 à Paris, la librairie Movies 2000, pour ce deuxième flash tome. Nous allons recevoir, il va arriver d'un instant à l'autre, on le dit ou pas, notre invité, notre deuxième invité, qui n'est pas Philippe, parce que Philippe était l'invité précédent, il est là pour... C'est toujours un plaisir de te recevoir, John, Philippe. Merci beaucoup, c'était sympa, jolie caisse, joli pull, jolie boutique, et on va enchaîner tout de suite avec l'interview que fait le Dr No, c'est sa première interview, deuxième flash tome, avec un super invité de la mort qui a une jolie barbe. Merci Philippe de nous accueillir, on dit à bientôt, ensemble, à bientôt. Bonjour à tous, c'est le Flash Tom épisode 2, épisode ultra événementiel. Nous avons là, c'est le stress. Mais en même temps, on ne peut pas t'entendre, donc tu peux peut-être répéter ce que tu viens de dire. Non, je me demandais pourquoi tu parlais aussi fort en fait. C'est une question comme ça. C'est le stress, c'est ma première interview de toute ma vie. Et c'est un honneur de t'avoir toi, Simon. Bonjour. Bonjour. Donc nous sommes avec Simon Astier. Nous sommes là pour fêter le 135e jour de la sortie DVD de la saison 2 d'HeroCorp, sortie chez Universal. Et donc nous avons l'extrême honneur d'avoir avec nous l'auteur, le créateur, l'acteur de cette super série française. Enfin voilà, donc nous allons parler de la saison 2. The Lord a été vaincu, le village a été détruit. John alias Bouclierman retrouve ses compagnons et va devoir partir vers de nouvelles aventures. HeroCorp, c'est une série qui moi m'a vraiment touché. J'ai eu du mal à rentrer et je trouve qu'il y a une ambition, quelque chose de vraiment étonnant, un vrai sérieux, une vraie qualité dans la mise en scène, dans le décor vraiment, et qui m'a vraiment scotché. Après, enfin voilà, c'est une série que avec John on trouve vraiment très estimable dans le paysage télévisuel français, voilà. Et donc Simon, on t'a invité, je voulais te poser une première question sur tes multiples influences pour la création de la série HeroCorp. Oui. Oui, quelles ont été tes influences cinéma, comics pour la création de cette série? Bah écoutez, elles ont été... C'était vraiment une très longue intro, hein, mais c'est classe. Multiples, plein de choses, plein de choses différentes. Moi j'ai grandi dans une famille où déjà à l'âge de 10 ans, même moins que ça, à 6 ans, j'allais voir du Beckett sur des scènes nationales, dans le théâtre public. Et en même temps, ma mère me montrait Batman Returns aussi très tôt. Donc c'est des influences de plein de choses. C'est en fait, je crois, c'est le résultat de... Je me suis un peu avec ton micro quand je bouge. C'est le résultat de d'une vraie culture très ouverte, voilà, surtout, en fait. Mais enfin, je trouve que c'est extrêmement important de tout voir, de tout regarder, de tout aller voir, en fait, surtout. Après, moi, je suis très sensible au cinéma qui raconte des histoires qui me font rêver, donc celui de Spielberg, parce que j'ai grandi avec celui-là, et les super-héros, mais par le cinéma, hein, parce que les comics, je les ai connus beaucoup plus tard. C'est même maintenant que j'en ai des comics, alors qu'avant, j'en lisais pas. Ouais, et donc, par exemple, il y a une référence qui me marque assez. Je sais pas si tu l'as vu le film, c'est Mystery Men. Oui, c'est pas une référence Mystery Men parce que c'est un truc que je trouve vachement drôle comme ça. Et puis il y a Ben Stiller, et j'adore Ben Stiller, et puis il y a plein de mecs que j'adore là-dedans. Mais c'est pas une vraie référence dans laquelle je vais aller puiser des choses. C'est-à-dire que autant Lost en est une réellement et assumée, et je voue une admiration sans borne à cette série et à ces gens, même avec la fin et tout ça. Autant Mystery Men, non, c'est juste un truc qui m'a fait marrer, mais c'est pas une référence. C'est marrant parce que moi, par exemple, Captain Shampoing, il me fait vachement penser au personnage de l'Appel de William H. Macy. Il y a un peu le même genre d'humour avec des super-héros qui ont des pouvoirs assez tordus. Effectivement, peut-être, oui. Après, moi, ce que j'aimais bien dans le super-héros, c'est que
dans mes super-héros d'HeroCorp, c'est que c'était quand même des gens qui en avaient été des vrais et des grands. Et que je traite des gens qu'est-ce que ça fait à un super-héros de se voir vieillir et de se voir perdre ses pouvoirs et d'avoir de moins en moins de capacités, et du coup de perdre la flamme et en fait de se rapprocher des gens qu'il a sauvés toute sa vie, des gens normaux. C'était ça en fait moi qui m'intéressait plus. Ouais, c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'on est à la fois dans un truc de pure comédie, truc de bons mots à la Audiard, et aussi dans un truc vraiment beaucoup plus profond. C'est ça qui est très très fort et qui est vraiment très réussi. C'est cet équilibre qui est vraiment rare dans les prods françaises. J'ai une deuxième question, c'est rapport aux événements Pinage. L'hypothétique saison 3. Est-ce que tu as des news? Des news, non. Des news, oui et non. En fait, les événements Pinage, c'est une chose. C'est une grande fierté et surtout beaucoup d'émotions en fait, de voir des gens. Une série française qui a des fans, déjà, c'est rare. Sans du tout me la péter, hein, parce que c'est pas ça, et que j'ai fait toutes les tournées Kaamelott, enfin celles qui étaient à Paris, parce que les autres j'étais pas invité, mais et on a vu des Virgines remplies et des choses comme ça, donc je suis pas en train de dire que c'est exceptionnel, mais c'est rare, voilà. Et on en a, puisque Comic-Con il y en avait, puisque à toutes les dédicaces c'était blindé, et qu'on faisait plus que des humoristes très connus qui venaient signer leurs DVD. Voilà, nous on avait des gens dans la rue. Donc c'est très surprenant en fait, sur un truc qui est aussi peu mis en avant, où il n'y a aucune presse, où personne ne parle de nous nulle part. C'est vrai que c'est très surprenant de voir à quel point ça existe. Et ces gens-là n'acceptent pas le sort de la série. Donc c'est extrêmement touchant pour nous de voir qui se rebellent contre les décisions des diffuseurs. C'est extraordinaire. Pour l'instant, je crois que ça a servi. Dans un premier temps, rien, parce que dans un premier temps, ça a été méprisé un peu par les gens, voilà, même par la presse, tout ça. Enfin, il y a eu un truc. Et puis, les fans, ils n'ont absolument pas arrêté, quoi. C'est impressionnant de voir à quel point l'énergie qu'ils ont est inépuisable, puisqu'ils ne sont pas arrêtés. Ils ont fait une deuxième salve. Et puis, au bout d'un moment, moi, j'ai un peu appris par la prod qu'on aurait une autre chance, c'est-à-dire qu'on va faire une rediffusion d'HeroCorp 2 sur Comédie, et que donc moi mon rôle là-dedans, c'est de faire ce qui n'est pas mon métier, c'est-à-dire de faire la promo, c'est-à-dire que je vais donc créer une espèce de web événement qui devait être une web fiction qui va se transformer en ça. Donc ça va être des petites choses qu'on va mettre en ligne, qui vont se vouloir drôles, qui vont essayer de résumer la série, et qui vont annoncer la diff, et qui vont annoncer surtout le danger qu'il y a. C'est-à-dire que si les gens ne regardent pas une deuxième fois sur Comédie, c'est-à-dire que c'est bien de l'acheter en DVD, parce que ça marche en DVD, c'est bien de le pirater. Non, c'est mal de le pirater. Mais voilà, c'est comme ça qu'elle vit, donc on va pas non plus se plaindre trop fort, mais c'est quand même la télé qui paye. Donc c'est ces gens-là qui doivent être récompensés aussi du succès de la série. Et s'ils ne sont pas récompensés eux aussi à leur tour, il y aura effectivement la vraie mort d'HeroCorp. Mais pour l'instant, on va avoir une autre chance, mais il faut regarder. C'est-à-dire qu'il faut que les gens qui aient Comédie, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, on ne sait pas, il n'y a pas de moyen vraiment de mesure tout ça, mais en tout cas, il faut qu'ils regardent HeroCorp pour que ça continue. Et d'ailleurs, avec tout le foisonnement de séries de super-héros, il y a une vraie explosion maintenant. C'est peut-être et de films, c'est peut-être le moment pour réussir à relancer HeroCorp. Mais il n'y a pas de Français qui font ça pour l'instant. Ouais, mais ça commence à marcher. Ça marche en France aussi, les films de super-héros. Quand on voit il y a Iron Man 2, même si c'est vraiment pas terrible, ça cartonne. Ces films-là cartonnent aussi en France. Oui, mais tu peux pas faire un parallèle avec la France. C'est-à-dire que les Français rêvent de ce que produisent les Américains, c'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'ils ont rêvé des super-héros comme ils ont rêvé de beaucoup d'autres choses. Les Français rêvent parce que c'est exotique en fait de ce que font les Américains. Après, on n'est absolument pas du tout dans une culture qui produit des choses de ce type-là. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'on fait au Comic-Con, ce que je trouve ça extrêmement bien résumé, les cultures de l'imaginaire, c'est pas du tout une tradition française dans la production. Ouais, mais après, personnellement, je trouve que c'est en train de changer depuis facilement 10 ans. Il y a vraiment beaucoup de créateurs français qui commencent à avoir une vraie aura internationale, à faire des... Vraiment, John dit quelque chose, dit quand... Alors, John,
Non, c'est pas pour m'incruster, hein. Il fait ça très bien depuis le début, hein, les gars. Non, franchement, il est top, mais non, c'est vrai, on s'en déconne. Mais juste, c'est vrai dans l'univers plutôt de la série française et dans l'industrie de production des séries françaises, ce que fait Simon, pour l'instant, c'est un truc unique. Et c'est vrai que ce que voulait dire Yann, c'est que le super-héros est toujours vachement dans l'air du temps. Ça se passe beaucoup aux États-Unis, en effet. Et c'est peut-être pour ça qu'on peut se dire, voilà, il y a quand même toujours une appétence du public pour ça, et peut-être ça peut aussi, tu vois, j'en sais rien, ouvrir une petite antenne dans la tête des décideurs. Mais ce que je vais rajouter, c'est que tu parles d'un truc qui est très important, tu parles du public. Mais le public n'est jamais écouté. Parce que la décision ne se fait pas à ce niveau-là. Les gens qui mettent les sous, c'est absolument pas du tout en écho à ce que pense le public. Jamais. Donc effectivement, les gens vont voir Iron Man. S'il y a un 3, ils seront encore plus nombreux. Et puis si demain la mode, c'est les films de zombies ou les films... C'est pareil, ils iront. Mais on ne se dirige pas en tout cas vers, je pense, avec sérieux, une exploration de ce genre de genre par les Français. Ou alors, ils s'en vont aux États-Unis, comme Aja, ou comme tous ces gens-là, qui font des films de genre très esthétiques, mais au final, je ne sais pas si ces films-là reviennent en France avec autant de succès. C'est-à-dire que c'est vachement bien pour eux, parce qu'ils sont brillants et qu'ils partent, et qu'ils font du cinéma avec des gens qui ont une manière de le faire qui fait fantasmer tous les gens qui font ce métier. Après, je ne sais pas s'il y a un écho. C'est-à-dire que si vraiment, après, ils vont revenir en France en se disant, j'ai acquis une crédibilité, maintenant, je vais faire un film sur un extraterrestre qui atterrit, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut pas prendre... La preuve, HeroCorp à notre petit niveau, il y a du public qui est là, qui fait des choses, et c'est pas pour ça qu'on est passé sur une grosse scène avec beaucoup de budget. Même si on vend plus de DVD que toutes les séries françaises, il n'y a absolument pas du tout. La série est en train de mourir, ce qui est quand même très bizarre. C'est un marché, c'est un marché un peu naissant en fait de ce genre de série. Mais en même temps, pour rebondir sur ce que tu disais, il y a eu des tentatives en France de production de films de genre. Ça a toujours été donné des catastrophes artistiques et publiques. Mais par contre, HeroCorp, c'est une vraie réussite créative. C'est ça qui nous désespère un peu, c'est de voir une série de cette qualité un peu vraiment avoir du mal à se développer, quoi. Oui, mais il y a une frilosité de la part de... Nous, on a eu une brèche, on a eu une Catherine Comte qui était patronne de comédie à l'époque, qui avait beaucoup d'ambition pour sa chaîne et qui a produit une série sur les super-héros avec, forcément, en me disant, voilà, moi, sur ma chaîne, les gens, ils passent et ils passent, quoi. C'est-à-dire, donc, du coup, me fais pas trop de feuilletonnant. Et je dis, ouais, mais quand même, s'il te plaît, et non, et machin, ouais, mais ça gagnerait. Donc, il y a eu un truc sur la première saison. Et au final... Elle a fait ce qu'elle voulait, elle a réussi à produire une série de genre sur le câble, avec un petit peu de budget. Elle a fait une promo d'enfoiré, on avait des pleines pages de pubs dans les magazines qui se vendent le plus, dans les Voici, dans les Direct Matin, dans les Entrevues, dans les machins. On avait des pages pleines de pubs pour HeroCorp, ce qui n'a pas eu du tout sur la saison 2. C'est que la différence entre la 1 et la 2, c'est qu'avec une com d'enfoiré, avec des vraies ambitions de communication, on a cartonné en audience sur la première saison sur Comédie, alors que la 2 n'a pas du tout marché, parce que je pense que tout s'est fait vite aussi, et que peut-être que des gens se sont dit au bout d'un moment, et peut-être même moi, je sais pas, mais comme on a installé en 1 et que ça marche en 1, peut-être qu'on peut faire aussi moins d'efforts en 2, que les gens vont suivre. Et en fait, non, il faut toujours être inventif, et puis la com, c'est un métier, c'est un mystère pour moi. De toute façon, c'est l'éternel problème de la com, on en a toujours besoin, on peut vraiment rien faire sans. Oui, j'avais une... Regarde, hop là, voilà. Voilà, on bouge un petit peu. Il me semble que tu avais une réponse à donner à un l'immonde John Plisken qui avait odieusement attaqué les bonus de l'édition DVD de la saison 2 d'HeroCorp. Philippe, tu veux dire? Non, Philippe John Plisken. Je ne connais pas de Philippe. John Plisken. Non, mais moi j'aime beaucoup son travail. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a besoin d'indépendance, en fait, je pense, avant tout, Philippe. Et c'est quelqu'un qui est enfin, je pense qu'il est habité par toutes ces cultures-là, et ça le fait vibrer, je pense. Et au bout d'un moment, il en a eu marre. Tu vois, donc il a dit, moi, je me casse des rails convenus et conventionnels, je m'en vais, tu vois, et je crie ma liberté. Et je pense qu'il est en train de crier sa liberté. Et que voilà, et qu'il a critiqué mes bonus.
certes, mais est-ce que la tendresse que j'ai pour lui ne me ferait pas lui autoriser? Parce que on a besoin de naître, de renaître et de grandir. Tout est mu, il est tout ému. Il arrive. Ah, c'est beau, John, c'est beau. Bon, la vraie histoire, c'est qu'en fait, John est dans son autre vie est un super héros. Il s'appelle Capitaine Golio, le héros sans neurones, et il est super vexé de ne pas avoir été casté dans HeroCorp. La saison 2 de HeroCorp, merci John, développe de manière vraiment profonde le personnage de Bouclierman. John, on commence à découvrir un pan vraiment très développé de sa personnalité. Est-ce que tu avais, par exemple, prévu déjà d'autres saisons? Est-ce que tu avais déjà une vision à plus long terme de ton personnage et de la série? Bien sûr, ouais. Parce que pour construire une série feuilletonnante, il faut quand même avoir un peu de vue sur l'avenir, même s'il faut se surprendre quand même à chaque fois quand tu commences une nouvelle saison ou quand tu abordes un nouvel épisode. C'est bien de se dire qu'est-ce que je fais maintenant, en ayant en tête là où tu vas. Mais moi, ce que je voulais en tout cas, c'était surtout qu'on finisse la première saison en ne sachant rien sur John du tout. Et on a suivi, on était derrière l'épaule d'un mec sans savoir qui il est, d'où il vient, ce qu'il fait, ce qu'il a quitté. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Et du coup, l'explorer en saison 2. Parce que la saison 2, mine de rien, même si elle devient beaucoup plus ample, même si les gens s'en vont, voyagent, sortent de l'enfermement, au final, ce voyage, c'est aussi un voyage intérieur. C'est d'une profondeur. Je vais essayer de mettre un petit peu d'effet gestuel quand je vais faire des phrases comme ça. Donc un voyage intérieur. En fait, on raconte le passé, l'origine des personnages, et c'est ce que je trouve vachement intéressant en fait. Et surtout, on fait des flashbacks, des trucs pour on se prépare à un retour à la castagne, et pour bien s'y préparer, il faut quand même qu'on sache à qui on a affaire et d'où ça vient. C'est-à-dire, quelle est la place de ce type, d'où il vient, quelle est l'importance de ses origines et jusqu'où ça a de l'importance dans son caractère et dans son personnage et dans son combat intérieur. Voilà, c'était bien de préparer un petit peu les gens à savoir à qui ils avaient affaire. J'avais une petite question pour toi d'une fan qui s'appelle Astira, qui est une psychofan qui va être, je pense, très très contente d'être citée aujourd'hui. Sa question était rapport à une éventuelle bande dessinée d'HeroCorp à venir. Je suis en train de l'écrire, la bande dessinée. Et excuse-moi, et donc pour finir la question, c'est est-ce que si la BD est un succès, est-ce que tu comptes finir la série HeroCorp par cette bande dessinée-là? C'est une possibilité que j'ai envisagée, oui. Bah, pour l'instant, là, on a signé 2 tomes avec Soleil pour raconter la genèse de tout ça, le passé, en gros de comment est né HeroCorp et tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui est évoqué avant, sous plein de noms différents dans la série, comme la Grande Guerre, le machin, tout ça. Enfin, qu'est-ce qui a fait que, voilà, et comment est née cette organisation, avec qui, pourquoi, quels sont les mystères qui l'accompagnent, tout ça. Et si ça marche, voilà, peut-être. Enfin, je pense que c'est une possibilité, parce que c'est une possibilité. La BD, c'est une écriture que je découvre là, qui est quand même assez géniale, parce que les gens dans ce milieu-là sont vraiment hyper cool en fait, et que on peut raconter ce qu'on veut avec. C'est la prochaine question qu'il faut que tu me poses. On peut raconter vraiment ce qu'on veut, sans limite de budget, de moyens. Tu fais exploser une montagne, un hélicoptère, tu mets un sous-marin, voilà, c'est du dessin. Donc c'est après avoir compté les centimes d'euros sur HeroCorp, parce que la prod elle était imbutable à terminer, et ben voilà, là au moins j'ai pas de limite de budget, quoi. C'est fait avec quel dessinateur? C'est fait avec plein de dessinateurs différents, mais pas avec Perru, parce que Perru dessine plus. Mais bon, Perru est là. Perru est là. Olivier Perru qui est extraordinaire, qui est un mec qui est là depuis le début, qui a fait une super BD qui s'appelle Zombie, qu'il faut acheter absolument. Qui est un mec très 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 talentueux et qui a fait le générique, qui a fait toutes les illustrations. Mais il dessine plus beaucoup et il fait beaucoup de choses. Il écrit des romans, il écrit pour la télé. Donc il est là. Il est là parce qu'HeroCorp n'existe pas sans lui. Donc il est là le plus qu'il peut, mais pas au dessin. D'accord. Oui, est-ce que tu peux faire un petit bonjour à notre super fan? Bonjour Astira. Est-ce que tu as d'autres projets actuellement?
Et de séries télé. Moi, j'ai toujours d'autres projets, tu sais bien, parce que sinon, c'est terrible. Sinon, j'angoisse. Mais j'ai d'autres projets de séries télé. Je sais pas, en ce moment, je fais d'autres choses. Je fais l'acteur en ce moment, beaucoup. Ouais, excuse-moi, tu joues dans le film Les Lyonnais, dont le tournage vient de se terminer d'Olivier Marchal, où tu joues ton père jeune. Exactement. C'est un joli cadeau, en fait, de la part d'Olivier Marchal. Et c'est surtout extraordinaire avec Lionel de jouer le même rôle, en fait. Voilà. C'est assez. Et puis, ça va être un beau film, quoi, parce que Olivier Marchal, il fait des belles choses, quoi. Et puis, c'est un mec vraiment formidable. Enfin, c'est des rencontres qui te rassurent quand tu fais ce métier, de voir qu'il y a des gens qui rassemblent des équipes, qui sont des chefs de colo comme ça, gentils, bienveillants. C'est rare en fait. Et voilà, c'est-à-dire quand tu es dans les méandres de ce milieu où en fait tu marches dans un couloir et puis tu te rends compte quand tu te retournes que tu as quand même 4 couteaux dans le dos, qu'on t'a déchiré une partie du t-shirt et qu'il y a un mec qui t'a vomi dans la poche, et ben quand tu croises des mecs comme ça, tu te dis non, bah d'accord, voilà, c'est pas tout le monde. Et il y a des gens qui font des choses belles et qui en plus sont gentils. Donc voilà, c'est rassurant. Ouais, tu joues quel rôle exactement? Je fais le rôle de Danine de Védian, qui est un des Lyonnais. Ok, et donc pour revenir à tes projets télé, est-ce que tu as un projet vraiment un peu développé plus que les autres ou pas? J'en ai quelques-uns, ouais, dans les tuyaux. Puis je vais surtout essayer de m'attaquer un petit peu au cinéma, parce qu'on me demande doucement d'en faire. Donc voilà, mais sans précipitation. La fin des records, c'est très dur en fait. C'est très violent et on est très malheureux. Mais sincèrement, tout le monde, moi le plus de tous. Et voilà, donc on est très 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 triste de tout ça. Surtout, en fait, parce qu'on ne peut pas faire le deuil de ce truc-là, parce que quand on fait une tournée de dédicaces et que c'est plein partout, c'est très déroutant, parce que tu peux pas passer à autre chose vraiment. Quand tu vas au Comic-Con qui sont 1000 et qui hurlent, tu te dis, oh là là, mais il y a un truc qui n'est pas logique en fait. Et donc c'est très dur de comprendre et de l'accepter. Donc pour l'instant, je ne suis pas dans un processus de création en fait. Je suis dans un processus où je réexplore mon métier d'acteur, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas fait que l'acteur. Et du coup, je m'amuse vraiment. Je fais plein de trucs en ce moment qui sont super agréables, plein de trucs aux antipodes des uns des autres, mais parce que vraiment, moi, c'est ce que m'ont appris mes parents, c'est qu'il faut faire tant que c'est bien, ou que voilà, et pas avoir d'a priori sur les gens. Mais vraiment, hein, c'est important, je trouve, dans ce métier. C'est un petit peu le message que je voulais apporter aujourd'hui à tous les jeunes qui veulent faire ce métier. Et voilà, et puis quand j'aurai digéré, et quand les plaies seront pansées, et ben je passerai à autre chose. Mais j'ai d'autres projets de séries télé, j'ai des longs métrages, des projets de longs métrages que j'ai envie de faire. Voilà, il faut juste que l'énergie enfin, j'ai encore un petit coude, un petit genou sur HeroCorp, et il faut juste que je me détache vraiment de ça pour pouvoir faire autre chose. Ou alors, si la diffusion marche, et ben qu'on reparte sur HeroCorp. Mais je préfère ne pas y penser et puis être surpris et être ému de l'apprendre un jour, si jamais ça doit se passer. Les préambules sur Internet, ils seront diffusés quand? Est-ce que tu as une idée? A priori, là, parce qu'il faut que ça soit diffusé, il faut que la diff arrive avant, évidemment, les vacances. Donc là, je pense dans le printemps. Ok, ben merci beaucoup, Simon. C'était génial. Merci encore. Donc, on va passer maintenant à la deuxième partie de l'émission. Deuxième partie du Flash Tom, toujours avec Simon Astier. Ah, super. Donc, c'est le moment où Simon va nous parler de ses 5 DVD, 5 films ou séries préférés. Voilà, je te donne la parole. Simon, c'est à toi. Merci beaucoup. Et alors, je vais vous parler de ma sélection de DVD. Pas de la semaine, ma sélection de DVD. Je vous parlais des 5 DVD On m'a demandé de choisir 5 DVD. Sachant que chez moi, il n'y a que des DVD, donc c'est un petit peu compliqué. Et en ce moment, je suis dans une période vraiment de bouleversement où j'ai jeté tous mes boîtiers. Donc, voilà. Mais j'ai une famille, ok? Donc ça va. Donc, c'est très dur d'en trouver 5, c'est pour ça que je vais vous en citer 7. Donc je vais commencer par celui que j'ai devant moi. C'est District 9. Voilà, District 9. Parce que District 9, en fait, c'est pareil. Ce que je disais tout à l'heure sur Olivier Marchal, c'est pareil ça. Enfin, moi, ça m'a rassuré sur plein de choses. Je me suis dit, mais c'est tellement moderne. C'est tellement brillant.
on connaît personne. L'acteur principal, il est phénoménal, mais vraiment phénoménal. Ce mec, c'est un génie, quoi. Et puis il y a une modernité, il y a une dimension sociale. Alors que moi, je déteste ça. Les films qui mettent en avant des trucs, je supporte pas ça. Mais ce genre de gens-là te font passer des messages politiques, des messages sociaux, et c'est jamais lourd, et c'est toujours intelligent, c'est toujours fin. Alors que souvent, on met que en avant le message, et il est souvent sous forme de lieu commun un peu passé. Donc, District 9, réalisé par bon, c'est pas la peine de te la péter non plus. Blibberclamp, un film extraordinaire à voir et à revoir en famille. Coucou, c'est encore moi. Deuxième DVD qui me vaut les railleries, les railleries sales. En fait, Philippe ou John, mon cul là, vraiment, je suis très déçu par son comportement parce que il dénigre le film que je pourrais classer numéro 1 de mon top 7, enfin 5-7, Alien vs Predator. Alien vs Predator, en fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui rompt avec son passé, en fait, qui a grandi au Mexique et qui rompt avec ses racines. Et donc, elle découvre par la religion, si vous voulez, l'absolu. Non, pas du tout. En fait, pas du tout. En fait, le Alien vs Predator, c'est la rencontre mythique de deux personnages qui m'ont fait rêver, fantasmer, tout ce que vous voulez, avec une préférence pour Predator. En plus, ça me parle parce que je préfère Predator, et Predator, en fait, il est tigeant, comme on dit. Il n'est pas vraiment gentil, mais quand même, il file un petit coup de pouce, et c'est quand même vachement sympa de sa part. Mais voilà, c'est du fantasme. Autant j'ai pas vu Freddy versus je sais plus qui, Jason, c'est ça? Je sais pas si c'était bien ça. Mais ça m'a moins touché, alors que Alien et Predator, surtout Predator, c'est des personnages mythiques et extraordinaires. Le Requiem, la suite, est un petit peu tombé du cul, mais c'est à voir quand même. C'est à voir quand même parce que, pareil, rencontre mythique, et en plus là il y a des gens. Mais dans le 1, ça se passe dans un univers de glace, qui est quand même... Enfin, moi je suis très sensible à ça, aux univers, aux ambiances dans les films. Ça se passe dans un univers de glace, c'est quand même méga la classe, parce que ça fait rêver, voilà, ça te pose un décor, ça te pose une ambiance. Et voilà, et je suis désolé, on connaît un peu plus Predator, on va plus à sa rencontre. Voilà, c'est un film à voir, vraiment à voir, quand on n'est pas un gros snobinard comme John Pippen. Voilà, il faut voir ce film et il faut accepter de l'aimer. Voilà, parce que oui, effectivement, c'est pas bien d'aimer Alien vs Predator, mais il faut accepter d'aimer ce film-là parce que c'est du divertissement. Pizza, popcorn, KFC, Haribo, enfin voilà, il faut s'accompagner de tout ça pour apprécier ce film. Et j'ai hésité entre Alien vs Predator et Reptile Man avec Tony Curtis, si vous pouvez juste basculer, qui est quand même un de mes films préférés aussi. J'ai pris une pause un petit peu cosy pour vous parler de mon numéro 3, qui est en fait donc vraiment mon numéro 3. Ex aequo, donc j'avais très très dur de trancher, mais je n'ai pas retenu Mega Shark versus Giant Octopus avec Lorenzo Lamas, quand même, qui est quand même la preuve, cet objet est la preuve que Lorenzo n'est pas décédé. C'est quand même vachement bon à savoir, je suis désolé. Mais le must-have dans sa bibliothèque, dans sa DVD Tech, Blu-ray Tech, DVD Tech en l'occurrence, c'est le coffret intégral que je n'ai pas là, de The Office, version anglaise, s'il vous plaît, je vous en supplie, je me mets à genoux devant vous, surtout la version anglaise. D'ailleurs, uniquement la version anglaise de The Office, avec le génie de Ricky Gervais et de son pote Merchant, qui sont des génies ultimes de l'écriture, de la mise en scène du jeu, de tout ce que vous voulez, de la création de séries, de personnages, pareil d'ambiance, espèce d'univers un peu carton, beige marron, tout lisse, tout plat, avec du jeu, de l'écriture, et c'est quand même la preuve ultime qu'on peut dépouiller toute l'image et avoir le truc, moi je trouve le plus brillant
en écriture comédie, 26 minutes, The Office version anglaise. On peut aller vers The Extras, mais c'est vrai que moi je suis vraiment un gros fan, donc de très mauvaise foi sur The Extras, parce que je trouve ça moins bien, et que le fait qu'il y ait des guests, parce que ça raconte l'histoire d'un figurant qui tourne dans des films, et à chaque épisode il y a un guest, il y a Ben Stiller, il y a Samuel Jackson, il y a Kate Winslet, il y a le type d'Harry Potter. C'est très bien aussi, mais d'un coup il y a plein d'artifices. Alors peut-être que c'est ça, moi qui par pure mauvaise foi me fait moins aimer. Mais en tout cas, The Office c'est une leçon d'écriture, c'est une leçon de tout en fait. Et les Français, on n'a pas la chance de connaître Ricky Gervais parce que ça a été adapté en France, The Office, donc on n'a pas vu la série originale. The Extra, je crois que c'est passé sur TPS Star, mais personne là. Comment ? Micro. Pardon, Philippe. Enfin, John. Hein. Et voilà, on l'a peut-être vu dans le New Musée, il est très très bien. En VO, ces scènes sont très très bien, même si les films sont vraiment très légers, lui il est hyper classe. Et son film qui était traduit sous le nom de Mythomane, qui est quand même moi franchement, je serais lui, je porterais plainte contre les gens qui ont traduit Mythomane, alors que le titre c'est quand même L'invention du mensonge, qui est un film qui est pas mal. En tout cas, lui est très bien dedans. Il faut suivre son travail parce que ça fait partie des génies de notre temps. Voilà, merci. Et maintenant, je vais sortir, je vais prendre l'ascenseur. Moi, quand j'ai soif... Enfin, non, c'est d'ailleurs... Salut, c'est Simon Astier. Moi, quand j'ai soif, je bois toujours un peu de cola Carrefour. Le cola Carrefour, c'est comme du coca américain, sans le goût du coca américain. Mais c'est très bon, c'est très sucré. Et quelque part, quand je dépense beaucoup d'énergie, ça me régénère. Mon numéro 4, sur mon top 7... des DVD qu'il faut avoir dans sa DVD Tech, un petit peu savonné, c'est Shaun of the Dead de Edgar Wright, que en plus Philippe a eu la chance de rencontrer, donc c'est vraiment un enfoiré. C'est Edgar Wright, c'est pareil, c'est un anglais aussi comme Ricky Gervais, il tourne avec ses copains. Et alors j'aurais pu dire voilà Shaun of the Dead, j'aurais pu dire aussi Hot Fuzz, mais Hot Fuzz on va dire que je suis peut-être vachement plus fan de la première heure. Voilà, la résolution ça me fait moins fantasmer, mais Shaun of the Dead, c'est comment est-ce qu'on fait de la comédie en ayant un visage sérieux sans le montrer, en écrivant un scénario, en bossant l'esthétique. Je pense que pour tous tous les jeunes comme moi qui rêvent de faire du cinéma, et ben c'est de la comédie en tout cas au cinéma de genre, je pense que c'est une leçon ultime. C'est un film qu'on peut analyser, voir, revoir. Puis les Anglais, bizarrement, ils arrivent à faire rire sans le montrer constamment à l'image, c'est-à-dire sans avoir des mimiques, des trucs, des machins, sans que les costumes soient rigolos, sans que l'affiche soit rigolote, sans que voilà, c'est drôle, c'est très très drôle et ça le reste dans le temps. C'est un truc à avoir. C'est un truc que je montrerai à mes enfants, quoi. Voilà, je vous montre quelque part aussi mes talents de. Je maîtrise mon corps, quoi, quelque part. Quand on est comédien, il faut être physique et voilà. Donc là, j'ai mimé l'escalier. Mon numéro 5, Top TV Tech, Tech, c'est le film suivant. Ça s'appelle Le Tatoué. Le Tatoué, c'est un film avec Louis de Funès et Jean Gabin, réalisé par Denis de la Patelière. C'est un vieux film. C'est un film je pense que c'est un des films que j'ai le plus vu parce que c'est un film que je voyais en vacances chez ma grand-mère quand j'étais gamin, en moyenne 2, 3, 4 fois par vacances. Et alors, on parlait des comédies anglaises très modernes avec Ricky Gervais ou Simon Pegg. Et ben, il y a aussi ça. Il y a aussi De Funès qui est un maître ultime de la comédie. Un maître ultime techniquement aussi du jeu. Et voilà, moi j'ai grandi à ça. Et Le Tatoué, c'est un film où quand t'es môme, ça parle du Périgord noir. Alors, le Périgord noir, tu as l'impression que c'est un truc, je sais pas, ça fait fantasmer le Périgord noir. T'as l'impression qu'il y a des grosses forêts avec des fantômes dedans. Et puis voilà, et puis c'est ces trucs où toujours il y a l'enfoiré de Funès qui joue les enfoirés mais qu'on adore. Et Gabin, le bourru, ils vont dans sa baraque, dans le Périgord.
ils font justice eux-mêmes avec les cambrioleurs qui mettent dans le cul de basse fausse. Enfin voilà, je sais pas quoi dire. Le tatoué, je sais pas si je vous le conseillerais. En tout cas, je vous le conseillerais en famille. Voilà, parce que moi en tout cas, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé quand j'étais môme. J'imitais super bien le Louis de Funès. Attention, Philippe va imiter Louis de Funès. Ma biche. Voilà, et je pense qu'il a bien fait de quitter sa vie, de quitter son travail, de quitter ce qu'on disait tout à l'heure, l'espèce de... le côté très conventionnel de son métier pour faire ça. Parce qu'aujourd'hui, il est épanoui. Voilà, Philippe est épanoui. Et alors, juste, parce que donc, mon top 7, qui en fait est un top 6,5, puisque je voulais vraiment parler de Giant Shark versus Octopus, voilà. C'est aussi quand même... parce que il est ici dans ce magasin Movies 2000, il est partout. Enfin, en tout cas, je l'ai vu 2 fois déjà à l'affiche. C'est Batman Returns, qui est pour moi hors concours. Voilà, c'est tout ce que j'aime en tant que gamin. J'ai adoré cet univers, ce côté boîte à musique un peu fantastique, flippante. Voilà, c'est le côté onirique de Burton, on en parle là, je pense qu'il est vraiment à son apogée, et c'est un film que j'ai adoré. J'ai donc aimé les super-héros, c'est le démarrage d'HeroCorp, le démarrage de l'envie de faire du cinéma, le démarrage de plein de choses. Voilà, ce film-là en particulier qui est hors concours, vraiment. Je parle aussi tous les films de Spielberg, peut-être moins les récents, mais en tout cas vraiment les films de Spielberg. J'aime bien aussi les Star Wars, les Star Trek, je suis hyper fan de... Un top 5, tu es en train de nous carotter là, mon vieux. Bayard de Sangré. Oui, voilà, très bien. Voilà. Très bien. Madame, c'est terminé. On était ravis de vous recevoir, mon petit gars, mais là, on ferme. Ok, donc, je redescends la cave alors. Voilà, c'est ça. Allez, à la prochaine. Non, mais c'est bon, quoi. Attends, là.